BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel. Allez, deuxième partie de cette émission, vous voyez, on parle beaucoup de cyber, et ça va être le cas avec nos invités dans ce plateau. Réglementation, conformité, technologie, talent, qu'est-ce qui nous manque en cyber, sur quoi il faut encore travailler, accélérer. Et puis l'occasion, quand je parlais conformité, l'occasion de revenir sur NIS 2, vous savez, cette directive. C'est une directive, hein? Oui, c'est une directive. C'est une directive, voilà. J'avais peur de dire, tromper dans les mots de droit, une directive NIS 2 qui arrive en octobre, à laquelle les entreprises vont devoir se conformer. Et justement, quelles sont les nouvelles responsabilités des dirigeants par rapport à cette NIS 2. Et bien justement, on en parlera avec Claire Poisson. Bonjour. Bonjour. Claire, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate associée au cabinet Firch. À vos côtés, Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité chez IZ France. Bonjour. Bonjour. Benoît. Et si je poursuis le tour de table, Guillaume Tissier, directeur général du Forum in Cyber, qui est l'ex-FIC, voilà, pour ceux qui gardent plus ancien, mais qui a eu lieu à Lille il y a à peine quelques jours, enfin quelques semaines. Et puis avec nous également Laurent Ozerman. Bonjour. Bonjour Frédéric. Laurent, fondateur, CEO de Saigo Entrepreneur. Alors cofondateur de Centrio pour les plus anciens, c'était en 2014. 2014 et revendu 2019-2020 à Cisco. Et puis bien Saigo, c'est une nouvelle aventure. C'est un start-up studio pour faire émerger des pépites cyber. C'est hébergé au campus cyber. On aura l'occasion d'en parler ensemble. Un premier mot, Guillaume. Donc, c'était il y a quelques jours ce forum in cyber. Tirer un bilan plus sur qu'est-ce qui ont été un peu les grandes tendances. On est toujours dans le manque de compétences. Il faut s'internationaliser davantage, c'est ça? On a à la fois parlé effectivement beaucoup de NIS 2, puisque la transposition approche. Enfin, le texte final approche, et donc les entreprises et toutes les organisations qui étaient là et tous les responsables sont forcément assez attentifs à la façon avec laquelle ça va se faire. On a aussi parlé des compétences, parce que clairement on a besoin aujourd'hui de compétences, avec un sujet qui est quand même aussi le regard que portent les gens qui sont en dehors de ce domaine sur ce secteur. Avec souvent des clichés. Ce cliché, vous savez, quand vous demandez à une IA, par exemple, de vous sortir une image sur la cybersécurité, on vous sort un cadenas et un hacker à capuche. Oui. Et donc forcément, ça biaise un peu les choses, et on peut pas dire que ça soit très attractif, notamment pour attirer des profils assez variés, des profils notamment sur la gestion des risques, dont on va avoir beaucoup besoin avec NIS. Donc on a parlé de ça, puis on a parlé d'IA, puisque le thème de l'année, c'était l'IA et le sujet de la confiance avec les IA, avec évidemment cette idée que l'IA joue un rôle ambivalent. Elle va beaucoup nous aider, elle nous aide déjà beaucoup depuis longtemps sur la défense, sur la protection, mais elle va aussi évidemment aider les attaquants. Et donc il y a aussi évidemment une certaine inquiétude de ce que dit Guillaume Poupard tout à l'heure. Elle va servir à tout le monde. Un mot sur l'écosystème. Il y a un besoin d'internationaliser davantage un peu notre écosystème. Fortement, on a pas mal de très bons acteurs. Centrio, on était à l'époque parti sous le drapeau américain, mais on a un secteur et une filière très dynamique en France, avec beaucoup de start-up, des scale-up maintenant aussi, mais avec quand même une forte fragmentation de ces entreprises, et donc un besoin de consolidation. Et finalement, pour répondre à ce besoin de consolidation, il y a deux sujets. Il y a à la fois celui de l'investissement. Il faut des fonds, il faut des levées plus importantes. L'Europe s'est bien défendue, la France particulièrement l'année dernière, dans un contexte d'investissement un peu morose. Et puis il faut, deuxième chose, évidemment, beaucoup plus d'international. Le marché français, c'est 6,8 milliards d'euros. Le marché américain, c'est 65. Donc un rapport de 1 à 10, donc il n'y a pas photo. Il faut qu'on aide nos entreprises à aller davantage à l'export, y compris pour les plus petites. Et alors, on y contribue modestement avec la création de forums similaires à l'international. Et puis il y a bien sûr évidemment beaucoup d'autres leviers qu'il faut activer. Alors parlons d'IA justement, Benoît, c'est un thème important aujourd'hui. C'est vrai que ça fait pas mal d'années qu'on dit que l'IA, elle sert déjà, j'imagine chez IZ aussi, à détecter, elle entre en jeu. Est-ce que là on entre de la même façon que dans l'univers du développement ou dans d'autres domaines, l'IA est en train de révolutionner? Est-ce que en termes de cyber, on est dans une révolution aussi avec cette IA? Et on est clairement dans une marche qui va nous amener à mieux détecter, à plus détecter. Effectivement, ça fait depuis 1998, en tout cas que nous et d'autres utilisons l'IA pour détecter. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on utilise surtout des réseaux de neurones qui vont nous aider à détecter certaines patterns qui sont très spécifiques, un peu comme on peut le faire dans l'imagerie médicale, où on va détecter justement des formes très spéciales. Des signaux faibles, alors des choses qu'on ne voit pas apparaître souvent. Exactement, des choses qui sont souvent invisibles à l'œil nu. Et c'est ça qui va nous permettre de tirer la ficelle pour ensuite aller chercher des éléments qui sont beaucoup plus contextuels. Et
cette intelligence artificielle, notamment avec les LLM, va nous permettre d'aller chercher encore au plus profond des différentes bases de données que l'on a, que l'on va pouvoir interroger et non pas uniquement envoyer des recherches spécifiques, mais bien aller chercher des éléments qui sont beaucoup plus larges et qui sont nécessaires aux chercheurs, tout en sachant que pour ces chercheurs-là, l'IA ne va pas forcément venir les remplacer. Ils vont vraiment venir les augmenter. Les assister, les augmenter. En termes de juridique, justement, Claire Poisson, cette IA, dans le domaine de la cyber, ça change aussi pas mal de choses. Ça a accru le risque. Juridique, notamment par tout ce qui est deepfake, l'hypertrucage, où finalement les arnaques au président sont beaucoup plus faciles. À lancer vous traitez déjà beaucoup, enfin votre cabinet First traite déjà beaucoup d'affaires dans ce domaine? Oui, ça arrive pas mal et il faut vraiment que les entreprises fassent attention à ce danger de l'IA et bien sûr les hackers sont toujours les premiers à trouver... on a vu, alors c'était en Corée, mais c'était... Les actes les plus malveillants et l'IA... Il y a 1 ou 2 mois, là, un ingénieur coréen qui s'est fait avoir, il pensait vraiment discuter, même en visio, il pensait discuter avec des collaborateurs et il a lâché, et là en millions de dollars. 25 millions de mémoire. Donc, mon dernier dossier, c'est une comptable qui a transféré 300 000 euros, pensant que c'était son président qui lui demandait de transférer la somme. Et donc ça continue. Et pourtant, c'est des affaires, quand on entend l'arnaque au président, ça fait des années. Oui, mais non, mais avec l'IA, ça vous transforme la voix, ça vous transforme la... Enfin, vous croyez que vous avez votre président au téléphone, vous avez une vidéo, vous croyez que c'est lui. Il y a pas mal de choses. Et c'est pour ça que la sensibilisation des salariés, des collaborateurs est cruciale dans les sujets. Je veux dire que nous, on a même un collaborateur ici chez BFM qui était tellement sensibilisé qu'il avait reçu un appel de sa mère. Il lui a demandé 2-3 points pour savoir si c'est véridique, pour savoir si c'était vraiment elle, parce que justement, elle voulait son numéro de carte bancaire pour acheter quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire avec une autre carte. J'ai trouvé que ça paraissait tout bête, mais c'était une bonne réaction. Laurent, ça veut dire, alors Saigo, je le rappelle, c'est un start-up studio qui vient d'être créé pour faire émerger des pépites. J'imagine, l'IA, ça devient un peu... L'IA, c'est un des sujets prioritaires pour nous. C'est sûrement le sujet prioritaire pour nous, à 2 titres. D'une part, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire comment on peut utiliser l'IA pour mieux renforcer la défense et la sensibilisation. Je crois que l'IA, elle a une force importante dans l'explication aussi de la cybersécurité. On manque de compétences, on manque de bras. Il faut aider les gens à aller à la cyber, et on peut le faire avec de l'IA, parce que l'IA est très forte pour simplifier, démocratiser le jargon de la cyber pour assister. Et donc les nouveaux collaborateurs, ils seront sûrement d'abord augmentés par de l'IA. Avant d'augmenter les experts, je pense qu'on peut augmenter les débutants, moi. Et puis de l'autre côté, on voit beaucoup de gens, parce que chez Saigo, on collabore avec des industriels, avec des professionnels de la sécurité. On va chercher leurs problèmes pour ensuite créer les sociétés qui répondent à leurs problèmes. Donc on est vraiment, avant même de créer une boîte... On trouve le cas d'usage et là on exactement, on a une démarche vraiment usage d'abord, technologie ensuite. Et les gens qui nous contactent aujourd'hui autour des problématiques d'IA nous disent, mais... Toutes les entités de l'entreprise retournent vers le ciseau en disant « je vais gagner en productivité de façon considérable avec ces IA ». Mais est-ce que vous validez l'usage de cette IA? Or, les ciseaux, ils se rendent bien compte que ça dépasse la cybersécurité. Ça pose des questions éthiques, des questions de droit. Donc, on est au-delà on étend le spectre de la cybersécurité avec cette IA générative. Oui, mais c'est plutôt pas mal, parce que ça peut élargir un peu ces métiers. Le jour, j'imagine, Guillaume Tissier, le jour où ce sera c'est déjà un beau succès, le Forum Cyber, mais c'est le jour où, parmi les visiteurs, il y aura davantage de patrons métiers, de patrons de la logistique qui viendront un peu écouter les conférences et voir un peu ce qui se prépare dans le domaine. Il y en a déjà, mais il y a une vraie logique aussi, effectivement, à ce que la cybersécurité, et là je ne prêche pas forcément pour ma paroisse en l'occurrence, mais aille dans d'autres événements justement sectoriels. Et tout le sujet, il est là, c'est-à-dire qu'on arrive, nous, à avoir les DSI, on arrive à avoir les responsables sécurité, de plus en plus les responsables IoT, c'est-à-dire tout ce qui est OT et IoT industriel. Mais l'idée, c'est aussi évidemment que la cybersécurité sorte un peu de ce carcan, quelque part. On le voit au sujet des compétences, mais c'est aussi le cas évidemment dans les métiers où il faut qu'on irrigue davantage, je dirais, les secteurs eux-mêmes. Déjà, je trouve que dans les discours, le mot est déjà remonté. Il ne remontait pas avant, maintenant il remonte. Donc on imagine qu'un jour, ça fera partie des thèmes de débat. Je sais que nos confrères de BFM TV organisent des débats politiques en ce moment, et c'est vrai que le mot numérique n'est pas encore prononcé, mais il est cité, donc cybersécurité, on imagine que ça peut être cité, Laurent. On a encore du chemin à faire. Il y a un rapport de l'ENISA qui parle des entreprises qui sont soumises à la directive NIS 1,
sans parler de NIS 2, il n'y a que 50% de ces entreprises qui forment leur direction. Oui. Donc là, alors qu'elles sont déjà réglementées. Moi, je vois souvent ça. Je vois ça en ce moment sur les projets IA. Je veux dire, on réussit à intéresser son COMEX quand le projet le concerne directement. Si on va le voir en disant juste je mets du Copilot pour faire du Word mieux, du Teams, je vais résumer des réunions, il va dire oui, bon, c'est sympa. Dès qu'on commence à lui dire je vais faire de l'IA pour une meilleure relation client, je vais répondre plus vite, on va gagner sans productivité. Et je pense que c'est la même chose pour la cyber. Soit on a été pris comme certains dirigeants, là on se dit ah non les gars là ça peut nous coûter cher, soit on comprend plus vite cette implication qu'il faut avoir au niveau des DG. Alors justement, plongeons NIS 2 parce qu'on en parle beaucoup. NIS 2, un rappel un peu clair sur cette directive donc qui arrive en octobre. Alors on aura un peu de temps pour la mettre en œuvre. Voilà. Elle doit être, oui. Et c'est pas comme ce qui est arrivé il y a 5 ans dans la cyber, c'était au mois de mai, le RGPD qui, il fallait... on avait aussi eu du temps un petit peu avant et la loi a passé derrière. Mais on était quasiment... Après, en France, on était prêt. La loi était 78, mais on était prêt déjà. Ouais. On avait déjà pas mal pris. Alors, sur NIS 1, NIS 2, maintenant, en français, c'est SRI, sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Eh bien, c'est la suite de NIS 1, je vais vous le dire, mais à un niveau au-dessus. On monte d'un cran. Effectivement, il y a une prise de conscience qui est encore plus importante au sein de l'Union européenne, car il y a une certaine hétérogénéité des États membres sur le sujet de la cyber, et il y a des enjeux cruciaux de souveraineté et de démocratie en jeu derrière la cyber. Il y a des enjeux stratégiques de nos entreprises et on a besoin d'une protection européenne sur le sujet et donc d'une uniformisation. Donc NIS 2 est arrivé aussi pour cela, c'est-à-dire que c'est pas pour faire le gendarme ou pour dire à nos entreprises il faut faire ci, il faut faire ça, parce que ça a un coût, on en parlera après, il y a un coût assez énorme de mettre en place toutes ces sécurités, mais c'est surtout un enjeu de pérennité des entreprises et un enjeu d'arriver tous à peu près à un même niveau de sécurité de nos réseaux et de nos systèmes d'information. Donc là, NIS 2 vise à peu près une vingtaine de secteurs critiques, vise 2 types d'entités, on a changé un peu de sémantique, mais on a élargi le champ d'application aux entités essentielles et aux entités importantes. Le projet de loi est en cours d'élaboration par l'ANSSI. Il a un peu fuité dans la presse, donc le champ d'application sera certainement revu après par décret en Conseil d'État. Donc on n'a pas encore vraiment, on ne sait pas encore quelles entreprises vont vraiment être intéressées. C'est assez large quand même. On parle de 15 000 entreprises. Le périmètre est assez large et souvent d'ailleurs on a ici parfois des dirigeants qui nous disent je ne sais pas trop si je vais être assujetti ou pas. C'est une vraie question. Donc là, je ne peux pas y répondre tout de suite, mais effectivement, on va devoir attendre le projet de loi. L'ANSSI a clairement considéré qu'elle ne surtransposerait pas la directive. Vous êtes toujours une directive, c'est un minimum de règles. Donc l'ANSSI a considéré qu'elle n'en rajouterait pas. Et il y a 2 grandes innovations dans NIS 2 par rapport à NIS 1, c'est les sanctions financières qui montent. 7 à 10 millions en fonction de l'entité. Donc, c'est quand même... Donc, si on ne se protège pas assez... Attention aux sanctions. Le contrôle de l'ANSSI qui devient un véritable gendarme aussi sur le sujet, un peu comme la CNIL pour le RGPD. Et il y a une responsabilité des dirigeants qui est accrue, qui est prévue dans la directive NIS 2, qui ne l'était pas dans NIS 1, et qui va donc mettre maintenant le sujet au niveau du COMEX CODIR et donc de la gouvernance. Et les risques spécifiques, c'est quoi que l'on peut... que décrit cette NIS 2 Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre là-dessus? Vous mettre en place un référentiel de normes sur la sécurité de vos réseaux. Sur la messagerie, sur tout un système. Le chiffrage des données. Exactement. Vous avez des règles minimum de protection à mettre en place. Assez technique, je pense que Benoît en parlera mieux que moi. Mais voilà, c'est vraiment essentiel qu'on ait cette base minimum de protection pour nous assurer contre les hackers au niveau français, au niveau européen, au niveau de tous les États membres, qu'on ait un socle commun. Benoît, justement sur ce risque, alors qu'est-ce que ça comprend en quelques mots, même si on n'a pas évidemment toute la définition de NIS 2, de cette directive, mais... Alors c'est quand même assez clair, il suffit de lire la directive et puis on voit bien ce vers quoi la réglementation va nous emmener. C'est pour moi vraiment, non pas un obstacle, mais vraiment un tremplin. C'est-à-dire qu'en suivant ces différents prérequis minimum, eh bien, les différentes entreprises qui vont être soumises, et c'est important de le dire qu'il y en a vraiment 2, il y a vraiment 2 catégories. Il y a une catégorie d'entreprises pour qui
Ça va être un petit peu comme pour Nice 1, très strict. Donc, on va devoir bien suivre cette réglementation et surtout, on va être audité a priori. Il va falloir montrer patte blanche. Et puis ensuite, il y a celles pour qui cette réglementation sera tout aussi stricte, mais avec des contrôles plutôt a posteriori et où quand il y a manifestement un manque de conformité. Et pour celle-là, ça va être un petit peu moins compliqué, mais ça reste quand même un élément important et une étape à franchir pour aller vers plus de sécurité et vers la cyber-résilience. Au final, c'est là où on veut arriver. On veut aller à beaucoup plus de cyber-résilience pour éviter que des attaques, comme on l'a vu à la fois sur nos administrations, mais aussi sur les entreprises privées, mettent complètement à plat ces entités et fassent que notre économie s'arrête et ou que des services essentiels, on pense à la distribution de l'eau, on pense au transport, ne soient complètement arrêtés en cas de cyberattaque. Et ça veut dire, Laurent, pour les entreprises, c'est quand même... Enfin, je trouve que ça complexifie. Alors, c'est très bien, hein, mais ça demande une exigence supplémentaire en matière de conformité, hein, même si on sait qu'il faut passer par là. C'est effectivement très complexe à mettre en œuvre, d'autant plus qu'on part de loin. En Europe, on consacre à peu près 600 € par an par salarié à la cyber. Aux États-Unis, c'est 1300 € par an par salarié. On disait tout à l'heure que Guillaume Poupard, l'indicateur, Guillaume Poupard, quand il était à l'ANSSI, il dit toujours, il faut que ce soit 10% de votre budget IT. Si c'est 1%, c'est que vous n'êtes pas assez. Si c'est 50%, c'est que vous êtes fait avoir. Mais voilà, il donnait 10%. Après, on est à 5-6% aujourd'hui dans les faits, je crois. Et ça, donc on part de loin et donc on met en place ces règlementations. Il faut éviter quand même, et ça on verra comment ça sera appliqué, que la barre soit trop haute et que personne ne réussisse à la sauter. Et je pense surtout... Ça, c'est 3 ans, non, Claire, je crois. On va avoir 3 ans pour... Oui, alors déjà, il faut que le décret d'application soit pris, puis après que l'ANSSI a effectivement dit qu'elle aurait 3 ans, et les communautés les collectivités territoriales sont en train de demander un calendrier plus progressif, effectivement, de mise aux normes. Parce que les collectivités territoriales, c'est des PME, et c'est surtout ce secteur-là qui me pose question. Comment les PME, qui en général, mettons 100 ou 150 collaborateurs, ont 1 ou 2 personnes à l'informatique, qui souvent passent tout son temps à régler les problèmes des ordinateurs des uns et des autres, comment ils vont faire pour mettre en place toutes ces mesures sans vraies compétences en cybersécurité. Là, il y a une marche très importante à franchir pour le tissu économique européen, parce que les PME, c'est le cœur de l'économie européenne. Et c'est là, Guillaume, peut-être où il y a le rôle aussi des grandes entreprises, alors je parle de grandes entreprises utilisatrices, mais qui, vis-à-vis de leurs sous-traitants, de leurs fournisseurs, doivent aussi travailler aussi avec eux, les accompagner aussi quelque part. Clairement, les grands donneurs d'ordre ont une vraie responsabilité, et je pense qu'on a vu dans ces dernières années beaucoup d'attaques venir par rebond et viser en gros la supply chain, qu'elle soit numérique ou pas d'ailleurs, et du coup ça effectivement ça fait porter sur les grands donneurs d'ordre une vraie responsabilité par rapport à leur écosystème. Donc tout le sujet après, ça va être justement de mettre le curseur au bon niveau. Ça veut dire en gros que chaque entreprise, alors il y a un portail va permettre aux entreprises quelque part de s'évaluer et de savoir si elles sont ou non éligibles. Donc ça permettra, je pense, de dégrossir un peu le travail. Mais le vrai sujet derrière, c'est l'analyse de risque. Et quand on sait qu'il y a simplement 29% des entreprises françaises qui font régulièrement ce type d'analyse, eh bien ça en dit long sur le niveau de maturité qui a largement progressé dans les grands groupes, dans les grandes boîtes, mais qui en revanche reste très faible du côté des collectivités, des PME, des TPE, ce qui est normal d'ailleurs. Benoît, ça veut dire beaucoup d'investissements à prévoir quand même. Laurent disait à l'instant, c'est 6-7% du budget IT, qui parfois déjà n'est pas pour être mieux, surtout à la vitesse à laquelle vont les technologies en IA, dans le cloud, dans l'analyse de data, enfin tout ce que l'on voit aujourd'hui, voir si on se projette un peu le Web 3. Ça veut dire que là, pour des patrons de PME qui nous écoutent, qui ont déjà quelques solutions, qui ont peut-être vu, Guillaume Poupard nous a parlé de l'offre de DocaPost tout à l'heure, mais ça représente un investissement quand même. Alors, ça représente un investissement qui est important. En même temps, l'aspect qui est aussi primordial, c'est d'y aller progressivement. Ça, je partage complètement cette idée-là. Et il faut voir qu'il ne faut pas surinvestir dans des équipements qui n'auraient aucun intérêt. On parle énormément de coopération dans le monde cyber. Pour que ça fonctionne, il faut avoir un minimum d'équipements sur lesquels on sait rebondir, notamment prévenir pour éviter des attaques, mais également rebondir en cas d'attaque. Et pour ça, il faut être consistant dans ce que l'on a,
pas surinvestir et surtout faire confiance à des prestataires informatiques dont c'est le métier. Et il y a à la fois une forte implication de l'interne, mais il y a aussi trouver le bon partenaire qui, lui, sera formé et pourra accompagner l'entreprise vers cette maturité. Et puis même, j'imagine, Laurent, c'est savoir quels sont les niveaux. On ne sécurise pas toute son entreprise au niveau c'est la top. Il y a certaines choses que l'on peut laisser... Enfin, sécuriser, mais moins que d'autres. Bien sûr, c'est la fameuse analyse de risque dont on parlait à l'instant. Quels sont mes biens les plus sensibles, là où mon entreprise va s'arrêter si je perds ces biens, c'est peut-être une partie de ma propriété intellectuelle, une partie de mon fichier client, de mes secrets d'opération. C'est ça qu'il faut commencer par protéger et faire par étapes ensuite le reste du périmètre. Alors c'est difficile parce que souvent, quand on ne s'est jamais posé la question et qu'on a toujours vécu un peu fleur bleue sans penser au risque informatique, on ne sait pas par où prendre ça, mais il faut effectivement s'appuyer sur des gens qui savent. Et je pense qu'une des choses qui est importante, c'est de réussir à avoir des vrais centres de compétences en cyber dont les coûts restent abordables. Oui. Aujourd'hui, la cyber, ça reste complexe. Du coup, les gens qui font de la cyber sont assez formés. Du coup, leur coût est assez élevé et du coup, c'est peu abordable. Quand je vais faire réparer ma voiture, c'est quelqu'un qui a un bac professionnel qui répare ma voiture. Pourquoi c'est pas la même chose avec mon réseau informatique ? Oui. En plus, ça a été entretenu aussi par la communauté cyber. On parle le même langage, on parle entre nous et tout ça. Donc, il faut ouvrir ça davantage. Je reviens sur un point intéressant que vous avez mentionné, Claire. C'est les sanctions. Parce que ça aussi, moi je suis assez père fouettard là-dessus sur la cyber. Je trouve que quand des salariés se font avoir 2-3 fois, là il y a un moment, il faut un peu leur taper sur les doigts. Mais là, ça va être la même chose pour eux. Alors avec ce délai, cette progression, tout ça, mais toutes les PME ne seront pas bien sûr assujetties par NIS 2. C'est quand même normalement plus de 50 salariés, 10 millions de chiffre d'affaires, sauf si vous êtes dans le secteur critique. Non, on dit près de 15 000, ce que j'ai dit, près de 15 000 entreprises. Mais les sanctions, c'est important. Oui, c'est important, mais il en faut. Alors, dites-nous un peu, c'est quel C'est comme à l'instar du RGPD, c'est-à-dire qu'avant, il y avait la loi de 78. Personne vraiment l'appliquait. Et puis, quand on a parlé des sanctions financières du RGPD qui étaient assez lourdes, là, on a commencé à s'y mettre. Et je pense que NIS 2, c'est pareil. Les sanctions sont assez importantes. C'est donc 10 millions à 2% du chiffre d'affaires ou 7 millions et 1,4% du chiffre d'affaires en fonction de la définition de l'entité que vous êtes. Donc, ce n'est pas des petites sommes. Et puis, vous avez un enjeu réputationnel. Vous avez un contrôle de l'ANSSI. C'est pas agréable, loin de là. Donc, oui, le préjudice qu'on aura subi en ayant perdu, reconstruire, réinvestir. Donc c'est un point important, Benoît. Ah oui, complètement. Ce côté sanctions. Oui, complètement. Et ça va faire monter le sujet au COMEX, dans les petites et moyennes entreprises qui seront concernées. C'est aussi une façon de voir ce qui va pouvoir arriver. Aujourd'hui, on a eu Nice 1, Nice 2, 3 ans après, Nice 3, encore une évolution. Donc, il faut bien se dire qu'à un moment, toute entreprise sera concernée par cette nécessité de monter sa cybersécurité et de gagner en résilience. Oui, surtout qu'aujourd'hui, on voit, on a tous ces impacts, on parle des JO, on se dit je ne suis pas concerné, mais si, l'Ukraine, je ne suis pas concerné, mais si, enfin en termes cyber, mais si, parce qu'on voit toutes ces attaques qui arrivent. Je voulais juste qu'on aborde un dernier mot, j'avais oublié d'en parler tout à l'heure avec Guillaume, c'était cette collaboration secteur public, secteur privé aussi. Ça aussi c'est un point clé aujourd'hui. C'est essentiel, la coopération, l'échange d'informations est clé. On le voit notamment dans les grandes opérations qui sont menées par Europol assez régulièrement, avec Europol et avec de nombreux services de police. Il y a toujours ou presque des acteurs privés qui sont également là, tout simplement parce que eux-mêmes accèdent à des informations absolument critiques pour les enquêteurs. Et donc tous les derniers groupes de rançongiciels qui ont pu être, on parlait de Logbit avec l'opération Chronos il y a quelques semaines, ça s'est fait sur la base d'informations qui avaient été échangées entre le secteur public et le secteur privé. Donc ce point de la coopération est essentiel. C'est aussi essentiel évidemment sur le thème de la politique industrielle. Si on va avoir une base cyber industrielle solide en Europe, l'achat public joue évidemment un rôle clé. Et ça, j'imagine, pour les pépites que va suivre Saigo donc, dans la cyber, ce côté, pouvoir avoir cette commande publique qui puisse, un peu, au-delà des enjeux de souveraineté. Mais, bien sûr, on a besoin d'avoir un marché européen de la cyber qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des marchés qui sont morcelés. Et puis, on a besoin que les entrepreneurs aillent chercher ces marchés. Aujourd'hui, malheureusement, trop souvent, les entrepreneurs français, allemands, anglais
ont des trop gros marchés locaux et passent beaucoup de temps finalement à chercher à se développer en local, 4-5 ans. Au bout de 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Ils se retournent, ils essayent de franchir le Rhin, les Alpes, la Manche. Et les Américains, les Israéliens, les autres écosystèmes qui sont beaucoup plus matures, qui s'internationalisent beaucoup plus vite, sont déjà là. Il faut que nos entrepreneurs, et on en a besoin de nouveaux qui viennent dans ce secteur de la cyber, et chez Saigo, on est là pour les aider à le faire, s'internationalisent beaucoup plus vite, aillent chercher beaucoup plus vite le benchmark sur le marché européen pour pouvoir créer des entreprises qui répondent à ces enjeux. Eh bien, merci tous les quatre. Guillaume Tissier, directeur général du Forum InCyber. Une prochaine édition, c'est quand? Alors, Canada, fin octobre et début avril prochain à Lille sur le thème du Zero Trust. Voilà, eh bien, le rendez-vous déjà pris. Laurent Zerman, donc fondateur CEO de Saigo, entrepreneur. Claire Poisson, avocate associée au cabinet Firch. Merci de nous avoir éclairé sur Nice 2. On en parlera de plus en plus, évidemment, parce que ça arrive. Et Benoît Grunemwald, expert en sécurité chez IZ, qui vient régulièrement sur nos plateaux. Merci de nous avoir éclairés. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business.